Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler de la gestion du changement en entreprise ou dans votre service. Accompagner un changement en entreprise est une période assez éprouvante lorsqu'on est manager. Entre excitation et angoisse, comment faire, par où commencer, surtout lorsqu'on doit mener une transformation qu'on n'a pas décidée et qu'il faut aussi quand même embarquer les équipes. Comment faire en sorte que ce changement soit ancré et surtout qu'il dure dans le temps. En tant que manager, vous êtes la charnière entre la décision stratégique et la réalité du terrain. Vous n'avez pas choisi ce changement, mais vous avez la responsabilité de le faire réussir. Et c'est précisément ce rôle à la fois exigeant et noble que nous allons explorer dans cet épisode. Nous traverserons ensemble les 3 temps d'une transformation, le avant, le pendant et le après. Nous verrons comment identifier les profils de vos collaborateurs parce que ça a tout son sens et ça va être utile surtout et comment accompagner le deuil inévitable que toute transformation provoque. Et enfin, nous conclurons comme d'habitude avec les 5 conseils pour un changement réussi. 70% des transformations échouent. Non pas parce que la stratégie est mauvaise, mais parce que le facteur humain est sous-estimé. Vous voulez mener une transformation ? Pensez à faire entrer l'équipe dans le projet d'abord, plutôt que d'imposer le projet dans l'équipe. Si les transformations échouent, c'est parce que les équipes n'ont pas été préparées, accompagnées et écoutées. Toutes les entreprises font face à un moment donné à un changement. Je parle de fusion, je parle de réorganisation, transformation numérique, nouvelles méthodes de travail. Toutes, en tout cas, lorsqu'elle est dans une phase de croissance, elle va forcément à un moment donné, amener à modifier, à changer, à mettre des process et donc à conduire un changement. Les entreprises se transforment en permanence et d'ailleurs, c'est plutôt rassurant dans un sens, car ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'entreprise innove et elle progresse. En revanche, malmenée, c'est l'inverse qui peut se produire. Un changement est considéré comme réussi lorsque 80% de l'équipe adhère aux nouvelles pratiques. Donc, on entend bien 80%, ce n'est pas 100%. 100%, c'est une utopie. Mais 80%, c'est le seuil à partir duquel la nouvelle façon de faire va devenir une nouvelle habitude. Je vais vous donner quelques chiffres. Et ces chiffres vont vous faire réfléchir avant qu'on entame les préparations d'une conduite de changement. Je vais vous dire, première chose, 70%, McKinsey 2023, donc je vous donne même les sources. 70% des projets de transformation échouent, principalement à cause de la résistance au changement et du manque d'engagement des équipes. 34%, Gallup 2023. Seulement 34% des employés sont engagés au travail à l'échelle mondiale. Ce chiffre chute dans les périodes de transformation. 6 fois, Prosty 2023, 6 fois, les entreprises qui investissent dans la gestion du changement ont 6 fois plus de chances d'atteindre leur objectif de transformation. 47 de Deloitte 2022. 47% des salariés affirment que leur manager n'a même pas su expliquer le pourquoi du changement, ce qui a généré anxiété et désengagement. Et enfin, 21% de chez en source Gartner 2022, les projets avec un accompagnement humain structurel coûtent 21% moins cher en surcoût liés aux résistances et aux erreurs. Juste ces chiffres sont incroyables. Juste ces chiffres montrent que transformer, conduire un changement ne s'improvise pas. Ça se prépare, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Avant le changement, évidemment, il faut préparer le terrain.
Vous êtes manager et vous êtes avant tout un éclaireur. Vous ouvrez la voie. Votre rôle est d'anticiper, de comprendre le changement qui va opérer dans votre secteur ou dans votre service ou dans votre entreprise avant de le transmettre. Il faut résister à la tentation de vouloir protéger l'équipe en taisant les informations. Ah non, je leur dis pas, ça va leur faire peur. Non, parce que sinon vous allez créer de l'anxiété et c'est toujours mieux de dire la vérité, de toute façon. Donc avant cette phase, de changement, donc dans la phase avant, à vous de comprendre, d'incarner avant de communiquer. Il faut vous approprier le pourquoi du changement pour pouvoir mieux le transmettre. Alors si vous n'y croyez pas vous-même, votre équipe le sentira immédiatement et là, je peux vous dire que ce n'est même pas la peine de tenter d'embarquer. Dans cette phase aussi, ce que vous pouvez faire, c'est à partir du moment où vous commencez à communiquer avec, évidemment le fait que vous l'ayez incarné, compris et transmis, évaluer, à ce moment-là, les résistances potentielles et regardez bien qui est le plus impacté et surtout, c'est très important que, vous connaissiez, les profils de vos équipes. Je vais vous expliquer après, c'est quoi les profils. Donc, ça vous permet de savoir qui va être moteur, qui sont vos ambassadeurs lorsque vous mettez des choses en place et voilà et ça permettra de cartographier un petit peu les profils de votre équipe. Ça, on va l'aborder juste après et créer aussi un sentiment de sécurité psychologique. Donc je sais tout le monde en entend parler, et cetera. Les gens, il faut pas qu'ils aient peur parce que si vous voulez, le changement, c'est quelque chose évidemment, il y a une modification, une perte de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a un changement. C'est-à-dire on va changer une manière de faire, on va sortir des habitudes. Les gens n'ont pas peur du changement, ils ont peur de perdre quelque chose. Donc un statut, des habitudes, une certitude et peut-être même des repères. Donc créer un sentiment de sécurité psychologique pour les rassurer, pour mettre un peu aussi de légèreté dans ce qui va se passer. Et dans cette phase, qui est très, très important, ça c'est dans le avant, qu'il faut absolument mettre en place pour avoir fait des transformations. J'ai fait une très, très, très grande transformation organisationnelle dans un de mes magasins où on a vraiment changé tout, la manière de travailler, les coordinations, tout, de A à Z, j'ai envie de dire, de A à Z. Et cette phase, c'est la phase qui m'a vraiment euh, d'une part sauvée parce qu'il y a le avant, il y a le pendant des choses à faire, mais cette phase, elle m'a sauvée. C'est l'entretien anticipatoire. Donc vous pouvez rencontrer, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux de le faire et surtout quand vous êtes plutôt une équipe qui vous êtes ensemble depuis un bout de temps, c'est rencontrer de manière individuelle chaque membre de l'équipe avant l'annonce officielle pour prendre la température. Ensuite, après, donc toujours dans cette phase, c'est ce qu'il faut mettre en place, donc la réunion dédiée au pourquoi. Nuance, alors j'insiste, annoncer le pourquoi. Pas pour annoncer qu'on va changer, mais surtout dans l'autre sens. Pourquoi le statu quo n'est plus possible? Pourquoi faire comme on fait aujourd'hui n'est plus possible? C'est plutôt dans ce sens-là. Et ensuite, lorsque vous avez vu la transformation, vous avez eu des questions. Donc, avec vos questions, anticipez les questions aussi de vos collaborateurs. Donc, ce que je recommande, c'est de mettre une foire à questions, donc des documents de référence partagés. Vous mettez ça dans un classeur avec toutes les questions possibles, parce qu'en plus, le jour où vous allez annoncer qu'il va y avoir des projets, peut-être que vous aurez des personnes en vacances. Et donc, il faudrait mettre en place une sorte de foire à questions. À l'intérieur, vous mettez déjà vos questions à vous avant que vous incarniez justement ce changement, mais aussi les questions qui vont être posées lors des réunions. Donc n'hésitez pas à poser toutes ces questions et ce qui fait que les personnes qui sont soit en vacances, soit en arrêt maladie
ou le jour où vous avez annoncé, ils étaient en congé en congé ou en repos. Donc vous mettez, toutes ces questions dans un classeur. Ça permet déjà avant, de refaire une réunion, de dire: «Ah voilà les questions auxquelles on a déjà répondu, si tu en as d'autres, n'hésite pas, mais en tout cas, de toute façon, on va se voir». C'est pas juste se déresponsabiliser en donnant, les questions. Donc voilà, dans la phase de avant. Cette phase, elle est incontournable. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va faire la communication dans vos équipes. Avant d'attaquer la phase de pendant, je parlais tout à l'heure, d'identifier les profils types de vos collaborateurs. Les profils types de pourquoi on doit passer par là? Parce que il faut aussi identifier les ambassadeurs de votre équipe, ceux qui vous aideront à porter le projet. Encore faut-il les connaître. Il est important de connaître les profils types de son équipe, connaître les profils déjà de base de son équipe, c'est comme avoir une longueur d'avance. Donc dans toute transformation, on retrouve systématiquement les mêmes archétypes. Évidemment, je vais vous les énumérer et votre rôle en tant que manager, c'est identifier chacun et adapter votre approche. Les profils types des collaborateurs. Vous avez plusieurs types. Donc, il y en a déjà 4. Ça, c'est archétype. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve ça dans toutes les entreprises. On retrouve ça. Donc, les profils types, on a les sponsors. Donc, c'est ceux qui y croient au changement. Et en plus, ils le montrent. Donc, ce sont les ambassadeurs naturels du changement. Ils comprennent assez vite la vision, ils adhèrent sincèrement et ils peuvent avoir une influence réelle auprès des autres. Comment les reconnaître? C'est ceux qui posent des questions constructives, qui vont reformuler positivement le changement auprès de leurs collègues et ils ont un capital confiance auprès des équipes. Et comment est-ce que vous les motivez? Ça, c'est important. C'est bien beau de connaître les profils types, mais comment les motiver? Il faut les impliquer dans le processus de changement. Il faut leur donner un rôle. Ils sont soit référents, soit relais de communication, ou sinon, ils peuvent aussi être tuteurs des résistants, qu'on va voir tout à l'heure. Néanmoins, comme ils sont bons, et on sait toujours quand on est bon, on en profite un petit peu, on les épuise, un peu comme les citrons. Prenez soin de vos ambassadeurs, ne pas les sursolliciter, sinon vous allez les épuiser ou de les faire percevoir comme un peu les lèche-bottes de l'équipe. Il faut leur donner leur place. Il faut aussi prendre soin d'eux. Voilà. Ensuite, donc vous avez compris, on va faire par vert jusqu'au rouge, hein. Donc, après les ambassadeurs, vous allez avoir les suiveurs. Vous savez, c'est un peu les neutres. Les suiveurs, c'est je ne suis pas convaincue, mais je suis le mouvement. Je ne sais pas pourquoi je fais cette voix, mais c'est un petit peu ça. C'est j'hésite, j'hésite. Donc, qui sont les suiveurs? Généralement, c'est ceux qui parlent pas trop, d'accord? Et ça, c'est quand même entre 40 et 50% de vos collaborateurs. Ils sont pas enthousiastes, ils sont pas opposés, ils observent et puis ils se rangent vers celui qui est un peu plus motivant ou qui parle un peu plus fort. Voilà. Et comment vous allez les reconnaître? Ils n'ont pas de réaction. En fait, vous avez toujours dans votre équipe des personnes qui n'ont pas de réaction, qui vous regardent. Vous pouvez leur sourire, ils sont neutres et ils exécutent. Ils font ils suivent les consignes, ils les font sans poser de questions. Voilà. Et peut-être que, comme ils sont neutres, eux, ils ont besoin c'est un besoin pour eux de savoir, dans leur petit, confort, leur petit truc tranquille, «Ça change quoi, pour nous au quotidien?» Par exemple, c'est le genre de questions qu'ils pourraient poser. Donc et comment les embarquer? Alors ce sont, comme je disais tout à l'heure, comme c'est des profils neutres, ils sont plutôt influençables. Donc si les sponsors sont visibles, les suiveurs vont naturellement aller vers eux. Donc c'est pour ça, attention parce que tout à l'heure on va voir les résistants et les opposants. Donc c'est pour ça que, les sponsors doivent se sentir valorisés pour prendre leur place, pour amener les suiveurs qui représentent entre 40 et 50% des collaborateurs. Donc ce qu'on fait, c'est que les sponsors
doivent prendre plus de place que ceux qui arrivent derrière, là, ce que je vais vous dire. Je vous ai cité tout à l'heure les résistants et les opposants. Donc les suiveurs, eux, ils vont basculer naturellement du côté de ceux qui sont visibles. Voilà. Donc il faut leur donner tout de suite des petites victoires rapides. Et eux, on peut aussi les inclure dans les groupes de travail parce qu'ils aiment bien, comme je le disais, ils sont plutôt dans l'exécution. Et donc l'action va créer l'adhésion. Ensuite, nous avons deux profils qu'on retrouve partout. Alors les résistants et les opposants. Bon, moi, j'ai envie de dire, je vais les mettre plutôt les deux dans le même panier. Je vais les mettre dans les mêmes paniers, mais je vais apporter quand même un peu de nuance parce que les résistants, ils résistent. Vous avez compris, les opposants, c'est que eux, ils sont carrément dans le sabotage. Bon. Allez, on va pas les mettre dans le même panier. Commençons par les résistants. Les résistants, c'est ceux qui ne veulent pas de ce changement. Alors, qui sont-ils? Souvent, vous savez, c'est ceux qui braillent. Ceux qui braillent, c'est les bruyants. Mais attention, quand même, c'est la résistance cache souvent une peur, d'accord? Une peur légitime ou une expérience douloureuse passée. Et comme je disais, le changement fait peur. Et selon les personnes, donc on voit souvent ça chez nos vieux briscards, ceux qui veulent garder leur habitude d'avant, mais surtout qui ont peur parce que il va falloir apprendre des nouvelles choses, peut-être manipuler du numérique. Comment les reconnaître? Alors vous allez les reconnaître parce qu'ils remettent en cause le changement. Ils vont reparler un petit peu du passé et il faut faire très attention parce qu'ils peuvent rapidement influencer les suiveurs. Et c'est très dangereux parce que eux, ils font beaucoup de bruit. Et il faut les gérer. Et pour les gérer, il faut surtout pas les ignorer. Vous savez, c'est ceux qui font du bruit, qui sont visibles. Ne les ignorez pas. Ne les marginalisez pas. Cherchez plutôt à comprendre le fond de la résistance et surtout, comme ils ont un peu d'expérience, j'aurais envie de dire un peu de bouteille, un peu d'expérience, il faudra tenter de les inclure et qu'ils prennent part à cette transformation, à ce changement. Et pour ça, vous pouvez commencer à leur dire: «J'ai besoin de votre regard critique pour améliorer ceci, de ce que vous avez pu faire lors du changement du siècle dernier». Blague à part. De ce que vous avez entamé, de ce que vous avez déjà initié comme changement, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? J'ai besoin de votre regard. Et par expérience, ils savent aussi, je peux vous le garantir quand même, qu'ils savent certainement mieux que vous les petits points qui pourraient coincer, qui pourraient ne pas, qui pourraient freiner ou retarder ou ralentir votre changement. Donc n'hésitez vraiment pas à demander leur avis. Vous pouvez aussi quand même fixer vos limites. On peut exprimer des réserves, mais voilà, vous leur dites, on peut exprimer des réserves, mais on ne peut pas saboter le collectif. Et remettez le pourquoi il est nécessaire de sortir du statu quo. Et enfin, les opposants. Alors eux, je fais tout pour que ça échoue. Ils vont tout faire pour que ça échoue. Mais ils vont tout faire. Alors, comment les reconnaître? Ils sont différents des résistants et ils vont plutôt agir contre le changement. Et parfois de façon souterraine, on va dire sournoise. Et ils vont tenter de contaminer, vous vous rappelez tout à l'heure, les suiveurs, ceux qui sont plutôt neutres. Et vous allez les reconnaître à la diffusion de certaines rumeurs, ceux qui vont boycotter les nouvelles pratiques. Par exemple, vous avez mis quelque chose en place et 2 jours après, vous arrivez et ils ont repris les habitudes d'avant. Et donc, à la tête de ça, c'est souvent un opposant. Et ils vont boycotter les nouvelles pratiques et ça leur va très bien, aucune honte, aucune gêne. Et ils vont faire ça de manière naturelle. Et là, si justement vous allez commencer à leur dire: «Bah non» et
il se peut qu'il y ait conflit à ce moment-là puisqu'il y a résistance. D'accord? Et comment est-ce qu'il faut les gérer? Lorsque vous faites la première réunion, donc avant la réunion d'information du changement, n'hésitez pas à avoir une conversation directe, mais privée, avec les opposants. Et ils sont toujours plus forts en groupe, donc faites-le de manière individuelle, un par un. Et ensuite, nommez les comportements qu'ils ont l'habitude d'incarner lorsque vous mettez quelque chose en place. Et n'hésitez pas à leur faire rappeler. Et ensuite, il faudra un peu comme un marché, donc il faudra proposer un deal en fait. Donc que vous comptez bien sur eux et que ce changement, on en a besoin parce qu'on peut pas rester sur le statu quo. Et surtout, si l'opposition persiste et nuit évidemment au collectif, ne le gérez pas. Un opposant, c'est un opposant, c'est un mur. Donc, n'hésitez pas à demander un arbitrage par une tierce personne d'une autre fonction, soit en parallèle, soit au-dessus de vous. Voilà, donc RH ou votre hiérarchie. Surtout, c'est qu'il ne faut pas perdre trop de temps et d'énergie sur eux, ne pas trop se concentrer sur une seule équipe, et parfois c'est 2-3 personnes, hein, attention, hein, et sacrifier le reste de l'équipe. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, un changement, il faut toujours garder en tête la règle des 80%. Elle est réussie, enfin, c'est réussi lorsque 80% de l'équipe adhère. Et en fait, vous avez quand même 20% de l'équipe qui vont pas adhérer à ce changement. Et c'est OK, et c'est pas grave. Donc, il faut concentrer son énergie sur les suiveurs, les résistants de bonne foi, mais aussi, évidemment, vos ambassadeurs, les sponsors. On va arriver sur un point, une partie, j'en ai parlé au début, un peu dans le sommaire, de cet épisode, et c'est la partie la plus sous-estimée, je pense, dans une transformation, et pourtant c'est la plus humaine. C'est ce qu'on appelle le deuil du changement. Donc le deuil du changement, si vous connaissez bien, c'est une courbe qu'on a aussi dans notre vie, personnelle. On est là, on parle de deuil, deuil comme la perte, d'un être cher, comme la perte d'une situation, enfin un changement majeur, et donc c'est toujours très douloureux, et en fait, un changement est plutôt considéré comme, une perte. D'ailleurs, c'est toujours une perte, et c'est la partie, qui est, sous-estimée, je trouve, dans les transformations et dans les changements, la conduite de changement dans une entreprise. Parce que même un changement, positif implique quand même de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être une routine, rassurante, qui fait qu'on est plutôt, à l'aise et rassuré et zen quand on est au travail grâce à cette routine. Ça peut être, comme par exemple pour nos seniors, une expertise qui a été très, très, très dure à l'époque, enfin en tout cas durement acquise, et c'est vrai que c'est aussi une perte. Ça peut être aussi, des liens avec des collègues, une identité, professionnelle. En tout cas, tout changement, même si elle est positive, implique de laisser quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'on parle du deuil du changement. Ça vient d'un psychiatre, d'une psychiatre, pardon, Elisabeth Kubler-Ross. Elle a modélisé un petit peu ce qu'on connaît, hein, le deuil qu'on vit aussi dans notre vie perso, les 5 étapes du deuil. En fait, à la base, c'était initié pour les fins de vie. Ces mêmes étapes se retrouvent maintenant dans les transformations organisationnelles, et ça a été confirmé par d'autres travaux en psychologie des organisations, dont ceux de William Bridges. Et donc vous pourrez lire Transition, 1980, et sur les recherches aussi de Change Management Learning de Prosci en 2019. Voilà. Et donc il y a 5 étapes, dans, le deuil du changement. Je vais vous dire les première étape, est-ce que vous allez observer, dans votre équipe? Voilà. Première étape, c'est le déni, et
comment les équipes, en fait, vont se manifester à cette première étape? C'est lorsqu'ils vont commencer à dire donc là, on est dans le déni, hein. Ça ne va pas vraiment changer, ça ne durera pas, ça ne marchera pas. Voilà, là, on est dans on n'a pas pris en compte, on n'a pas, pris en compte exactement, c'est ça le mot, le fait qu'on va changer, voilà. Ensuite, on a la deuxième étape qui est la colère. La colère, c'est personne nous a demandé notre avis. De toute façon, c'est toujours là-haut qui décide, qui viennent, sur le terrain de temps en temps. C'est n'importe quoi, c'est absurde, voilà. On est sur la colère où on va reprocher un petit peu tout, à l'extérieur. Pour l'instant, on s'implique pas, c'est pas nous qui avons choisi, donc ils ont qu'à venir le faire. C'est eux, toujours eux qui décident pour nous. Donc là, c'est la phase de la colère. Pourquoi je vous dis toutes ces phases? Parce que c'est normal, parce que vous allez les observer et chacun va avoir son niveau, son état d'avancement. Vous allez en avoir peut-être deux qui vont passer rapidement le déni, la colère, et ensuite il y en a deux qui vont les démarrer que 3 jours après que vous ayez annoncé les affaires. Donc c'est très important de observer dans l'équipe sur quelle étape chacun est. Ils vont pas tous être au même niveau. Troisième étape, le marchandage. Donc c'est plutôt, est-ce qu'on peut garder l'ancienne méthode pour ce projet? En fait, ça va être le marchandage du genre, ils vont tenter de faire du OK, on met en place, mais on va mettre que 40%. Est-ce qu'on peut garder 60% de l'ancienne méthode? Voilà. Donc là, il y a le marchandage. Et ce que je peux dire par expérience, c'est que lorsque j'ai fait la transformation, cette fameuse transformation dans mon établissement, il y a une spécificité quand même par établissement qui fait que je ne pouvais pas appliquer à 100% ce qui avait été demandé de base. Mais ça, je l'avais déjà vu et je l'avais déjà relevé. Donc je savais très bien qu'on n'allait pas pouvoir faire à 100% ce qui était demandé, qui n'était pas applicable. C'était impossible de l'appliquer. En revanche, je l'ai gardé pour moi. Et ce qui fait que c'est des cartes que j'ai mis sur la table pour donner, c'est pas de la manipulation, attention, hein, c'est aussi pour leur donner la main sur, je l'ai vu, en fait c'est un petit peu ça, je l'ai vu, mais je l'ai pas modifié parce que je sais qu'ils vont le modifier et je sais que c'est impossible et ils vont le voir. Et donc ce qui fait que cette décision-là, je ne la prends pas pour eux, c'est eux qui vont façonner leur méthode, enfin la pratique du changement, voilà. Donc c'est pas de la manipulation, c'est plutôt rendre tout le monde acteur. Étape 4, la dépression. Ce que vous pourrez observer au niveau de votre équipe, c'est la démotivation, le désengagement, et ça peut aussi se faire ressentir dans la performance. Donc, on pourra constater une baisse de performance. Et enfin, la cinquième étape, donc vous voyez, pour arriver à l'étape de l'acceptation, donc on a quand même passé 4 étapes avant d'arriver à l'acceptation. L'acceptation, c'est l'approbation, l'appropriation progressive de vos équipes. Ils commencent à trouver un sens dans ce qui est en train de se faire. Mais il y a quand même 5 étapes en tout: le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Ce que cela implique pour vous, manager, c'est qu'il ne faut pas négliger, précipiter le deuil. C'est un passage obligé, d'autres vont le faire de manière un peu plus courte, mais c'est quand même une phase qu'on ne doit pas précipiter, qu'on ne doit pas ignorer. Et surtout, c'est penser et vouloir que tout le monde soit OK en 48 heures, c'est pas possible. Donc chacun va traverser ces étapes à son rythme. À vous d'observer à quelle étape chacun se trouve. Et évidemment, faire en sorte d'être dans l'accompagnement pour chaque personne. Aussi, ce que ça implique pour vous, c'est créer des espaces pour dire ce qu'on perd. Parce que si on ne parle pas, déjà qu'on a peur, on va se faire des films, la pensée a des pouvoirs. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans la façon de travailler avant. Et ça va permettre déjà pour eux de mettre des mots et de comprendre, de faire entendre aussi à leur cerveau, on parle bien de l'ancienne méthode avant, pour qu'ils conscientisent qu'on est dans l'étape
d'après. Enfin, ne n'invalidez pas les émotions. Au contraire, vous êtes là pour aussi entendre. Vous êtes là, vous êtes manager, vous êtes là, dans l'empathie et très honnêtement, hem, il faudra arrêter, l'aspect, «Oh mais vous arrêtez pas de vous plaindre», voilà. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans l'empathie, on n'a pas d'intention bonne, donc c'est toutes les émotions. Vous ne savez pas ce que ça fait, chez quelqu'un. Vous n'avez pas grandi ensemble, vous n'avez pas eu la même éducation, vous n'avez pas les mêmes bagages familiaux et ensuite, c'est que si vous venez d'arriver ou si vous venez de prendre l'équipe, vous ne connaissez peut-être pas l'historique de cette équipe et donc ne pas invalider les émotions. Il faut être dans l'empathie, dans l'écoute et on arrête de leur dire qu'ils arrêtent de se plaindre. Et enfin, alors ça c'est j'ai dit enfin tout à l'heure, mais là on est sur la dernière étape, c'est vous allez avoir des personnes qui vont être bloquées à l'étape 4, la dépression. Parce que, hem parce que peut-être que ça dans sa vie actuelle, il vit aussi, un changement et donc on peut pas mener, comme on dit, 2 batailles à la fois et donc n'hésitez pas à aller voir cette personne, peut-être, le temps d'incarner, d'assimiler, lui proposer autre chose ou être vraiment en proximité avec lui, en tout cas le faire parler. Et dans cette étape du deuil, la question, je pense que on peut dire toujours qu'on a des questions magiques. Ce que vous pouvez dire à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on veut garder de ce qu'on a construit, même dans ce nouveau cadre? Ça, c'est une question qui rassure absolument, puisque là, avec cette question, vous allez créer un pont entre l'ancien et le nouveau. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on veut garder de ce qu'on a construit, même dans ce nouveau cadre? Qu'est-ce qu'on veut garder de ce qu'on a construit, même dans ce nouveau cadre? Voilà la question magique. Nous arrivons à la deuxième étape pendant le changement. Donc c'est une étape pas très simple évidemment. C'est la réussite de cette étape, donc une partie en tout cas de cette étape va faire en sorte que ce changement va durer dans le temps. Pourquoi? Quand on mène à un changement, cela implique que déjà on l'incarne et donc on est pris, on est à titre d'exemple en termes de comportement par rapport à nos équipes. Et quand on mène un changement, s'il y a bien une personne qui doit être souvent là, tout le temps là, c'est bien le manager. Votre présence n'est pas négociable. La présence va faire beaucoup. C'est ici que vos équipes vont réellement avoir besoin de vous. C'est pas lorsque vous communiquez, c'est dans le changement, à l'intérieur du changement, le repère, c'est vous. Et vous voyez ces bébés qui apprennent à marcher? Ils font 3 pas et puis ils se retournent, parce qu'ils cherchent leurs parents des yeux et leurs parents disent quoi? «Allez, allez, allez! Non, non, n'attends pas, continue!» Et qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il se retourne et à un moment où il se retourne, il tombe. En fait, c'est ça, parce qu'il recherche, il se retourne parce qu'il cherche le repère. Or, si le repère est bien à côté et devant, donc pas derrière, pas absent, pendant le changement, les équipes vont être en confiance et ils vont avoir des repères, donc ce qui fait que ils vont petit à petit délaisser justement ces anciennes pratiques, habitudes, tout ce qui les rassurait parce que vous êtes là. L'idée n'est pas évidemment d'infantiliser, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais de mettre une métaphore. Votre présence va rassurer, votre regard va rassurer. Donc, pendant le changement, soyez visible et disponible parce que disparaître pendant des périodes de turbulence, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Votre présence est la stabilité. Votre présence rassure. Votre présence est le repère. Ensuite, dans cette phase, il faudra aussi tolérer certaines émotions, parce que là, on est vraiment en action. Donc, il y a les étapes du deuil avant, ils vont évidemment se manifester au quotidien. Quand c'est pas l'un, ce sera l'autre. Parce que tout dépend où chacun, à quelle phase justement de cette étape du deuil, chacun va être. Donc, ça va être assez éprouvant émotionnellement, tant pour vous que pour les équipes. Et donc, à vous d'être
de prendre du recul, de faire preuve, d'intelligence émotionnelle à ce moment-là, puisque vous aussi, vous allez être un petit peu challengé dans vos émotions et vous allez voir tout le monde dans la colère, dans la tristesse, dans la résistance et ces réactions sont normales et alors que vous, évidemment, je le sais, qui vous écoute, vous et donc ce qui si à ce moment-là, vous pouvez mettre aussi des rituels pour vous, des pratiques, pour, vous recharger, faire de la cohérence cardiaque, de la méditation ou se remettre un petit peu au sport pour vraiment décharger, enlever, un peu de cortisol et faire descendre, la pression et le stress. C'est vraiment recommandé. Donc et vous allez évidemment être un petit peu impacté et en plus de vos émotions, c'est aussi accueillir et rassurer, ceux de votre équipe. Mais toutefois, c'est très challengeant parce que, vous allez être aussi assez facilement irritable donc tolérer les émotions sans les amplifier, les accueillir, ne mettez pas la pression, ne vous énervez pas. Surtout pensez long terme et pensez processus, que ça fait partie du process. Et pendant cette phase aussi, même si c'est un peu tous les jours, n'hésitez pas, il y a toujours des petites victoires un peu quotidiens, des petites victoires quotidiennes, donc faut pas hésiter. Comme si vous allez un peu courir, comme un marathon, donc chaque étape franchie, vous savez dans un parcours de marathon, vous avez, les appros, pour, les ravitaillements, donc du coup, c'est un peu pareil à chaque étape, il faut se rafraîchir et pour se rafraîchir, faut fêter les victoires. Donc, reconnaissez, le travail, ce qui est bien, reconnaissez les efforts et fêtez quelque chose. Enfin, ce qu'on peut faire aussi dans cette étape, c'est, accepter de ne pas avoir toutes les réponses parce que là, vous êtes en plein dedans, vous êtes, plutôt sur, le chemin d'une vision, mais il se peut que vous rencontriez, des moments difficiles et dans des moments où vous avez peut-être il y a peut-être des questions, des résultats qui n'étaient pas prévus, et auxquels vous devez faire face. Vous avez le droit de ne pas savoir, vous êtes en train de vivre le changement comme eux. Vous n'avez pas fait le chemin, vous faites le chemin ensemble. Donc n'hésitez pas, soyez honnête: «Ah ça, je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça». Voilà. Une étude PROSCI, donc PROSCI, on l'écrit PROSCI, de 2021, démontre que les projets dont le manager de proximité est actif et visible ont un taux de réussite 5 fois plus supérieur à ceux où le manager reste en retrait. Voilà. Donc s'il y a besoin des études, je suis très forte là-dessus. C'est des choses qui ont été mesurées et en plus, je l'ai vécu. Donc être en retrait pendant une période de transformation, c'est du suicide. Et pendant cette phase, de pendant, ce qui est, très bien à mettre en place, donc c'est je recommande, c'est un point d'équipe, que ce soit hebdomadaire ou quotidien. Idéalement, quotidien. Ça permet vraiment, d'être encore plus proche. Donc, c'est un point qui est dédié vraiment à ce point organisationnel, sur les avancées, les blocages et peut-être les questions par rapport à ce qui a été vécu juste avant. Et pendant cette période, enfin ce temps, d'équipe, n'hésitez pas à mettre en place ce qu'on appelle le thermomètre d'équipe. Donc, au début, chacun, par exemple, donne, un chiffre de 1 à 10 sur son niveau de confiance, son niveau d'humeur, voilà, c'est plutôt révélateur, de faire, ce type de petit sondage et ça permet, de faire parler ça, c'est une stratégie de faire parler plus ceux qui ont mis 10, ceux qui ont mis 9, ceux qui ont mis 8, que, de faire parler ceux qui ont mis 1, 2, 3. Voilà. Donc, par exemple, si vous en avez, sur 10, vous en avez, 3, qui ont dit 9, vous en avez, 5, qui ont mis, 3 et vous en avez 2 qui sont plutôt 6, eh bien, vous allez faire parler les 3 9, un petit peu de 1, et puis enfin un petit peu de mécontents, et ensuite, un peu de 6, voilà.
Et ensuite, trouver un canal. Donc je sais qu'aujourd'hui, il y a Slack, il y a des Discord, il y a, des WhatsApp, il y a plein de choses qu'on fait maintenant, sur, en termes de communication, de groupe. Donc, vous pouvez mettre un canal de com justement, par contre, canal de com dédié que, pour les infos, du changement. Voilà. Donc, et ça permet, par rapport au changement, de mettre toutes les infos le concernant. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas aussi, faut pas non plus vous louper, s'il y a des infos importantes, à vous de le mettre et donc centraliser tout dedans et ça permet aussi, d'étouffer les rumeurs. Parce qu'en fait, quand vous gardez, le groupe, d'entreprises habituelles, comme il y a un petit peu de tout, il se peut-être que, pense que c'est plutôt intentionnel que vous mettez pas d'infos dedans. Donc, première chose, c'est sincérité, transparence, honnêteté, dire je ne sais pas, humilité, etc. Créer un canal dédié et vous engager à mettre toutes les informations dedans. Si les informations ne sont pas dedans, c'est parce que vous ne les avez pas ou parce que c'est pas vrai ou que c'est des rumeurs. Voilà, soyez très clairs. Et ensuite, dans cette phase de pendant, vous pouvez aussi, tout à l'heure, je vous ai dit que parfois les suiveurs, et les sponsors peuvent faire bon ménage, comme les résistants de bonne foi peuvent faire bon ménage. Donc, n'hésitez pas, pendant cette période de pendant, de mettre des binômes de soutien, donc en associant un sponsor avec un résistant. Nous voici donc dans la phase de après le changement. Vous vous rappelez, on a fait donc 3 étapes, le avant, le pendant et maintenant on est après la bataille. L'objectif de ce après, c'est d'ancrer et de tirer des leçons. Donc on va faire une retour d'expérience. Donc qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève la prochaine fois si on devait conduire une autre transformation? Comme chaque étape de la transformation, donc chaque étape marque, prépare et cette étape, elle doit être annoncée, comme on a pu annoncer le projet. Donc ça veut dire qu'il faut officialiser la fin du changement. Parce que sans, ce côté, on ferme les portes, rituel de clôture, la transformation, le changement, il va flotter un peu, dans les esprits, comme si on n'avait pas, clos cette période. Donc officialiser la fin du changement. Nous avons fini notre projet, nous avons fini notre transformation. Bravo à tous, merci et bravo pour vos efforts. Voilà. Donc reconnaître les efforts collectifs et individuels. Nommer ceux qui ont contribué, même dans la difficulté. Enfin, écouter et accueillir les retours, comme toujours, toute cette phase, que ce soit avant, pendant, après, les retours sans défensive. Voilà, ce qui n'a pas fonctionné est une mine d'or pour la prochaine transformation. Donc, en plus, si on prend le risque de faire un Rex, donc un retour d'expérience, c'est qu'on est OK pour accueillir les retours qui sont pas très positifs. Et ce que vous pouvez faire à cette étape, c'est une rétrospective d'équipe. Donc, c'est un peu une Rex, mais par contre, de l'équipe. D'accord? C'est qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Qu'est-ce que, comment vous préférez qu'on fasse la prochaine fois? Et généralement, enfin, c'est généralement, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a une demande de participation au projet en amont et chose qu'on fait pas forcément et à juste titre et je suis absolument OK avec, cet état d'esprit, cette manière d'être. Il faut faire participer les équipes à l'élaboration l'écriture, à la stratégie, au projet à mettre en œuvre parce que la preuve en est, c'est que c'est pas ceux qui écrivent qui le mettent en place, hein. Donc voilà. Les rétrospectives d'équipe, je parle pas de rétrospective de projet, je parle d'une une rétrospective d'équipe. Ensuite, la mise à jour des process et outils pour que les nouvelles pratiques soient ancrées dans le quotidien. Il faut, un petit peu enfin ça c'est pas du contrôle, c'est pas du micromanagement, mais il faut quand même contrôler au quotidien et faire des feedbacks de temps en temps, au niveau de l'équipe pour ajuster, ajuster, réajuster. Gardez donc votre présence quotidienne et donc les feedbacks post-changement pour éviter les dérives et les rechutes. Et bien sûr, quand on met un point, on officialise
une fin de quelque chose, il faut penser au moment de célébration collective. C'est mine de rien, tout le monde dit: «Ah mais non!» C'est quelque chose qui est incontournable pour rassembler, un dîner, un after work, un moment informel. Sceller l'expérience par un souvenir partagé. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Voici les 5 conseils pour un changement réussi. Conseil numéro 1, incarner, communiquer et honnêteté. Donc, incarner le changement, vous devez être convaincu, comme je vous disais au début de l'épisode, de la transformation. Si vous ne l'êtes pas, ne le montrez pas. Voyez ça avec votre hiérarchie, en revanche, parce que vous devez incarner la décision pour que le travail soit fait. Sinon, c'est dur ce que je vais dire, mais si vous n'êtes pas d'accord avec l'entreprise, partez. Mais en tout cas, quand il y a une transformation, vous êtes à la tête de cette transformation, vous ouvrez la voie, vous êtes le repère de l'équipe. Donc, comprenez que les équipes ne peuvent pas tous partir avec vous. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, partez ou sinon, montrez la voie. Et donc, toujours dans ce premier conseil, je me dis que j'ai quand même mis deux verbes d'action, incarner, communiquer. Parce que communiquer, pourquoi c'est important dans le conseil numéro 1? Parce que vous allez stopper ce vide informationnel. Je sais pas, c'est pas un secret de polichinelle quand il y a un de projet, la première personne qui donne l'information est légitime. Donc, dans tous les cas, si vous êtes le premier à dire à vos équipes que voilà ce qui va se passer, ça évite les rumeurs et d'autant plus qu'ils vont vous faire confiance. Donc, pas de vide informationnel, parce que ça remplit toujours, c'est toujours rempli de rumeurs. Et ensuite, une petite étude quand même que je voulais vous dire, de 2022, que finalement c'est pas si loin que ça, on est en 2026. Une étude Edelman montre que 63% des employés préfèrent une mauvaise nouvelle à un silence ambigu. Donc, de toute façon, communiquer qu'il y a un projet, c'est pas une mauvaise nouvelle. Après vous, ce sont les équipes qui doivent être au courant de ce qui va arriver dans leur entreprise. Et le premier qui informe est légitime. Donc, si ça commence par un bruit de couloir interprété, je vous souhaite bonne chance pour avoir du crédit après. Donc, soyez toujours le premier à communiquer, à donner les informations à vos équipes. Conseil numéro 2. Donner du sens, du sens, du sens. Un collaborateur qui exécute sans comprendre, c'est une bombe à retardement. Donc, les équipes dont les membres comprennent le sens de leur travail sont 21 fois plus productives. Donc, prenez le temps de créer du sens, expliquez le pourquoi. Je vais, dans ce conseil numéro 2, je vais vous raconter une histoire. L'histoire des 3 tailleurs de pierre. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle est assez connue, cette histoire. Donc, il y a un monsieur, on va dire un monsieur, qui voit sur sa route, son chemin, 3 tailleurs de pierre. Et donc, il passe devant le premier, il lui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et le tailleur de pierre lui dit: «Bah, vous voyez, moi, je taille une pierre, je la rends carrée, en fait, cette pierre». «OK». Il passe, il voit le deuxième, il lui dit: «Mais et toi, qu'est-ce que tu fais?» Et le deuxième lui dit: «Eh bien, moi, je construis un mur». Et donc, le passant, il continue et il arrive au troisième tailleur de pierre et il lui dit: «Mais vous faites la même chose, j'imagine?» Alors que le troisième, il dit: «Bah oui». Et mais du coup, et vous faites quoi avec les pierres? Et là, le troisième tailleur de pierre répond: «Je construis un château». Voilà, c'est ça le sens. C'est le pourquoi des actions, le pourquoi de l'activité. Et je peux vous dire que entre le premier tailleur de pierre, le deuxième tailleur de pierre et le troisième, il y a une graduation de motivation qui est absolument pas le même. Parce que celui qui taille les pierres en carré, je pense qu'il dans un petit temps, il va commencer à exploser. Et le deuxième, pareil. Par contre, quand on peut se projeter, on sait qu'on est en train de faire quelque chose de plus grand que nous, la motivation, elle n'est pas du tout pareille. Conseil numéro 3, soigner les endeuillés du changement. Voilà, donc parce que certains vont vivre la transformation comme une perte réelle. Il ne faut pas les ignorer. C'est peut-être aussi dedans des gens compétents, des seniors sur lesquels vous pouvez compter. Donc,
Il faut les soigner, les accompagner, les transformer en alliés. Voilà, c'est important de rappeler que, ce n'est pas le changement, lui-même qui est difficile, c'est la transition en fait, qu'il provoque qui peut rendre les choses difficiles et pour certains, comme on disait tout à l'heure, selon les étapes, du deuil, peut-être qu'après la transformation, certains seront encore dans la phase, 4, l'étape 4. Ensuite, conseil numéro 4, montrez l'exemple sans exception. Alors là, ça ne tient qu'à vous. Rien de ce que vous allez dire ne vaut votre propre posture. Je répète, rien de ce que vous allez dire ne vaut votre propre posture. Il faut de la cohérence parce que déjà, c'est un des premiers facteurs d'engagement des équipes en période de changement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut de la présence, il faut de la cohérence. Et si vous continuez, vous, à fonctionner à l'ancienne, votre équipe fera de même. Donc, il va falloir, vous aussi, faire tout en conscience, prendre les bonnes habitudes, les bonnes pratiques, les incarner et être exemplaire. Et enfin, conseil numéro 5, pour terminer, visez les 80%. Ne vous fatiguez pas sur les 20%. Vraiment, il faut... la perfection n'existe pas. Vous pouvez tenter de viser l'excellence. Mais 100%, ce n'est pas possible. Si je vous dis 80 et que vous visez les 85, 90, c'est OK. Mais vous n'aurez pas les 100%. Donc ne vous frustrez pas à l'avance. Chercher l'unanimité, c'est ça qui épuise les managers. Et c'est ça qui va retarder la transformation. Attendre que tout le monde soit OK pour changer, pour évoluer, pour transformer, c'est une perte de temps. Avancez avec ceux qui ont déjà dit oui. Concentrez votre énergie sur les suiveurs hésitants et les résistants de bonne foi avec les sponsors. Quand 80% adhèrent, la dynamique collective, elle est là. Elle va faire le reste. Donc, viser les 80%, pas les 100%, c'est la règle d'or de la gestion du changement. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram, LinkedIn. Vous pouvez aussi me retrouver sur Radio Campus Paris dans l'émission À Contre-Taf, une émission consacrée au management où on explore justement les blocages et aussi les solutions du monde du travail. Retrouvez-nous aussi avec l'émission À Contre-Taf sur Instagram. Et bien sûr, vous pouvez sur LinkedIn prendre rendez-vous pour vous faire accompagner. N'hésitez pas. Merci beaucoup et à bientôt. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.